Merci de nous rejoindre dans le journal de l'Afrique de France 24. Voici les titres. L'opposition au Togo appelle à une nouvelle manifestation. Elle est prévue ce mardi. Elle ne croit plus au dialogue. Le pouvoir lui réunit le Parlement demain. La bataille juridique commence. On en parle avec le juriste Kofi Niazozo. Bonsoir. L'alerte orange au Niger, de fortes crues sont à craindre à Niamey. Les risques d'inondation sont aussi à prévoir au Bénin et au Nigeria. On finira notre journal au Nigeria, justement. La vie reprend dans certaines localités, anciennes cibles de Boko Haram. C'est le cas de Yola, où l'activité économique redémarre. Bienvenue à tous. Une nouvelle semaine décisive s'ouvre donc pour le Togo et cela commence demain. L'opposition appelle à une nouvelle journée de manifestation. Pas question de lâcher, même si le pouvoir a proposé de réformer la Constitution. Le Parlement se réunit demain en session extraordinaire, mais visiblement sur un autre sujet. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Emmanuelle Sodji. Écoutez, à moins d'un coup de théâtre, il n'y aura pas demain de projet de loi sur des réformes démocratiques au Parlement pour des raisons de procédure, selon le patron des députés du parti présidentiel. Car selon les partisans du pouvoir, introduire un projet de loi, ça prend du temps et ça, c'était pas prévu. De toutes les façons, la coalition de l'opposition ne veut pas entendre parler de ce projet de réforme. Pour elle, c'est une manœuvre des autorités pour que l'actuel chef de l'État puisse être encore candidat en 2020 et 2025. Du coup, tous les leaders de l'opposition demandent aux populations de venir demain devant le Parlement en guise de protestation. Nous sommes ici dans cette situation parce que M. Faure Gnassingbé a refusé pendant 11 ans de respecter son engagement d'exécuter l'accord politique global. 11 ans. Nous sommes ici parce que son père a fait 38 ans et que lui, il a fait 12 ans parce que son père a modifié la Constitution. Nous sommes ici parce qu'il y a tout un ensemble de problèmes, de brimades, d'humiliation des populations togolaises. La seule manière pour l'opposition d'exclure le président du Togo du jeu politique, eh bien, c'est le retour à la Constitution de 92 qui le mettrait hors jeu sur le champ. Car si les parlementaires votaient un texte, il ne pourrait pas être rétroactif selon la loi togolaise. Voilà, on va tenter de démêler le vrai du faux et de comprendre les enjeux donc, de ce qui se passe en ce moment au Togo avec vous, Kofi Niazozo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste. L'opposition demande le retour à la Constitution de 1992. Elle prévoyait quoi, cette Constitution au Togo ? Alors, l'opposition demande le retour à la Constitution originelle de 92 qui prévoyait la limitation du mandat présidentiel, ainsi que le mode de scrutin, qui était de 2 tours. Donc, ce sont ces 2 points principaux que l'opposition revendique, ainsi que le vote de la diaspora, qui aujourd'hui n'est pas encore effectif. Emmanuelle Sodji le disait, si le pays revient à la Constitution de 1992, Faure Gnassingbé devra partir du pouvoir immédiatement ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire d'un point de vue éminemment politique, je dirais. Parce qu'il faut rappeler également que sur le plan juridique, la loi ne doit pas être faite pour quelqu'un ou pour un individu en particulier. Et là, rappelons-le, en 2002, il y avait eu une révision de la Constitution par le père de l'actuel président de la République, qui a été faite unilatéralement, de sorte à lui permettre de se représenter à nouveau. Le président de la République actuelle était alors député. Donc, en 2005, à la mort de son père, ce dernier a eu à faire ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, puisque le 6 février 2005, la Constitution a été modifiée 4 fois, de sorte à permettre à l'actuel président de passer de son poste de ministre à député, puis de député à président de l'Assemblée nationale, et donc briguer ainsi la magistrature suprême. Donc, techniquement, aujourd'hui, si la loi devait être amenée à être votée, eh bien, naturellement, M. Faure Gnassingbé ne pourrait pas prétendre à nouveau à un mandat supplémentaire. Ça annulerait tout ce que vous nous avez présenté. Exactement. Le pouvoir, lui, ne veut pas revenir, on l'a compris, à cette constitution. Il propose des réformes, limitation du mandat présidentiel, un scrutin à 2 tours. Mais ça, si c'est adopté, ça ne sera pas rétroactif. Ça veut dire que Faure Gnassingbé pourra se représenter 2 fois.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétroactivité, elle n'agit pas lorsqu'il s'agit, par exemple, je dirais, de l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'intérêt général. C'est ce que je disais tantôt, parce que lorsqu'on va, par exemple, dire que la nouvelle loi serait rétroactive, ça veut clairement dire qu'on aménage à nouveau une porte de sortie pour un individu qui aurait ou qui a déjà à son actif plus de 2 mandats. Or, la Constitution, en l'état, donc celle de 92, prévoit qu'on ne peut pas faire, aucun individu ne peut faire plus de 2 mandats. Est-ce qu'il y a des garde-fous au Togo sur cette question, par exemple, puisque si cet avant-projet de loi est proposé au Parlement, il passera, puisque le Parlement est dominé par le pouvoir. Est-ce qu'il y a des conseils constitutionnels qui dira si ce projet de loi peut être adopté ? Normalement, la loi, on rappelle que ça a été déjà introduit au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois. Le gouvernement a eu à porter un projet de loi qui a été rejeté par ses propres députés. Et donc, au-delà des nombreuses propositions faites également par l'opposition. Mais au final, en termes donc de dire si M. Gnassingbé serait recevable quant à la prétention à une nouvelle candidature, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en définitive, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche de la recevabilité ou non d'une candidature au regard de la loi. Mais dans notre cas ou dans le cas du Togo, eh bien, cette Cour constitutionnelle aujourd'hui reste inféodée au pouvoir. Or, les réformes préconisées par l'APG, l'accord politique global de 2006, prévoient notamment, par exemple, la réforme de cette Cour constitutionnelle. Donc, il apparaît que si la loi est adoptée, la Cour constitutionnelle devrait être amenée à avoir un regard neuf donc, sur la question. On continuera à suivre évidemment l'actualité au Togo demain, normalement, avec les manifestations. Merci Kofi Niazozo d'avoir été notre invité ce soir. Le Niger, toujours en alerte après les fortes pluies de ces dernières semaines. Le risque de crue menace plusieurs quartiers de Niamey. Les autorités annoncent un plan d'évacuation et un renforcement des digues de protection. Nicolas Germain et nos équipes sur place. Le fleuve Niger fait désormais presque 6 mètres de hauteur. Depuis 3 jours, la crue est soudaine. Elle est due aux affluents du fleuve qui ont drainé beaucoup d'eau de pluie. Nous pouvons facilement entrer dans la situation d'une alerte orange qui voudrait, c'est-à-dire interpeller la population riveraine et également les autorités compétentes pour vraiment prendre des dispositions adéquates pour préserver, c'est-à-dire la population et ses biens. De fortes pluies s'abattent depuis juin sur le Mali et le Niger. Au Niger, elles ont déjà fait plus de 40 morts et 80 000 sinistrés dans tout le pays. À cause des pluies, nos maisons se sont effondrées. Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus d'habits pour les enfants. Tout est parti. C'est fini. Le Niger n'est pas le seul pays en danger. L'autorité du bassin du fleuve Niger a aussi mis en garde contre les risques de graves inondations au Bénin et au Nigeria. Le fleuve Niger fait plus de 4000 km. Il est le 3e plus long du continent après le Nil et le Congo. Et au total, il traverse 6 pays. Oui, plus à l'ouest, en Sierra Leone, il y a 1 mois, le pays connaissait les pires inondations de son histoire. Bilan, au moins 500 morts et plus de 800 disparus. Aujourd'hui, l'aide est enfin arrivée, mais la gestion de la crise reste compliquée. Charles Sidbon. La colline de Sugarloaf, 4 semaines après son affaissement. La coulée de boue qui a écrasé des centaines de maisons de ce quartier de Freetown est désormais sèche. Des centaines de personnes toujours portées disparues. L'eau est contaminée, la nourriture rare. Les autorités évacuent les survivants aussi vite que possible. Opération compliquée. Des habitants inquiets de voir leur logement s'écrouler tentent de s'ajouter sur les listes des personnes à reloger, alors que d'autres refusent de partir. Certains ne veulent pas déménager. Ils nous disent qu'ils ont des proches ou des familles qui peuvent les accueillir ici et avec lesquels ils préfèrent rester plutôt que d'être relogés dans un campement. Certains refusent de quitter Freetown car ils craignent d'attraper des maladies infectieuses dans des camps d'accueil surpeuplés et sous-équipés.
Moi, j'ai peur car j'ai perdu 21 membres de ma famille. Je ne veux pas aller dans un centre d'accueil, bien que je sois sur la liste. Mes enfants sont malades, alors je suis inquiète. Ces habitants préfèrent quitter leur quartier déshérité aux maisons fragiles. Les autorités se préparent au pire. Pour éviter une nouvelle épidémie de choléra, ils comptent vacciner 1 demi-million d'habitants. Ce fut un week-end très politique. D'abord en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a surpris tout le monde. Il a renoncé à diriger le parti présidentiel, le RDR. À sa place, ce sont 2 femmes qui émergent. Henriette Diabaté, ancienne ministre de la Justice, qui prend la présidence. Et à ses côtés, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation, nommée secrétaire générale. Elle sera notre invitée à 22h45. Lui aussi renonce au Sénégal. L'ancien président Ouad ne siégera pas à l'Assemblée nationale. À 91 ans, il avait pourtant été tête de liste de son parti aux dernières législatives. Il s'est expliqué ce lundi. Les précisions à Dakar de Sarah Sako. Abdoulaye Wade estime avoir terminé sa mission. Le doyen des députés nouvellement élu ne présidera donc pas la session d'ouverture de l'Assemblée nationale ce jeudi. Il s'en explique dans un communiqué. Selon lui, il n'a participé à ces élections que pour soutenir son parti et sa coalition. Il en profite au passage pour critiquer le parti présidentiel, évoquant les résultats, je cite, controversés des législatives. Abdoulaye Wade signe-t-il pour autant la fin de sa longue carrière politique? Pas si sûr. Pas plus tard que ce week-end, en effet, il s'est rendu auprès de la famille de Khalifa Sall, le maire de la capitale, incarcéré pour détournement de fonds présumés, et il a donc affirmé son soutien à ce dernier. Un déplacement évidemment très politique, alors même que le président Macky Sall a appelé l'opposition au dialogue. Au moins 12 morts ce lundi en Somalie. Un véhicule a explosé avant une attaque coordonnée des Chebab. Ça s'est passé dans la ville de Bouloao. Face à l'attaque et en l'absence des renforts, les soldats somaliens présents sur place se sont repliés au Kenya. Les attaques terroristes, un drame que les habitants du Nigeria, les habitants de Yola connaissent bien. La zone a souvent été la cible de Boko Haram. Aujourd'hui, les violences se sont atténuées sur place et la vie reprend peu à peu. Nicolas Germain. Il y a encore 2 ans, la ville de Yola était la cible de Boko Haram. Le cordonnier Joshua Samuel avait dû fermer son magasin. Mais à présent, le groupe djihadiste a été repoussé par l'armée et la croissance économique est repartie. Joshua gagne jusqu'à $200 par semaine. Les affaires vont mieux. Pendant les attaques, il n'y avait pas de travail. Mais maintenant, les clients sont revenus. Joshua Samuel forme aussi des apprentis. Officiellement, la moitié des moins de 24 ans au Nigeria est au chômage. La croissance ne va pas repartir toute seule. Les insurgés ont détruit l'économie. C'est à nous de la reconstruire. Ces chaussures coûtent entre 4 et $8. Les habitants de Yola les apprécient. J'ai essayé des chaussures dans d'autres magasins pour comparer les prix. Ailleurs, elles sont plus chères et moins solides que celles faites ici à la main. Donc moi, je préfère les produits locaux. Au moins, ils durent plus longtemps. Jusqu'ici, Joshua Samuel a formé une vingtaine d'apprentis. Avec eux, il espère un jour vendre ses chaussures non seulement à Yola, mais à travers le Nigeria. Merci de votre attention. Tout de suite, Aude Le Christ pour le journal.